Second invité, Annabelle de Cotigny, bonjour ou bonsoir, c'est selon, vous êtes directrice de recherche FNRS, cancérologue à l'Institut Deduve, UCL Louvain. Alors, vous passez votre vie avec les télomères, avec un but pratique, des traitements plus ciblés pour les cancers. Mais d'abord, pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, c'est quoi un télomère, ce petit bout de chromosome ? C'est comme vous le dites, le petit bout de nos chromosomes, et on peut en fait l'apparenter à l'horloge biologique de nos cellules. Oui. Les télomères, on est avec des télomères qui sont longs, et au fur et à mesure de notre vie, ces télomères vont se raccourcir jusqu'à atteindre une limite critique, qui va en fait annoncer la vieillesse de la cellule. Donc il y a vraiment un marqueur du vieillissement de la cellule. La cellule cancéreuse est en fait capable de contrecarrer ce phénomène d'érosion des télomères avec le temps, et va maintenir cette télomère à longueur constante, donc comme si elle était tout le temps jeune. Donc c'est un peu l'apanage de la cellule cancéreuse de pouvoir faire ce genre de choses. Donc finalement, votre recherche, si je comprends bien, c'est forcer ces fameuses télomères à faire vieillir les cellules cancéreuses. Oui, donc l'idée, effectivement, c'est d'aller essayer d'attaquer la cellule cancéreuse par son télomère pour l'obliger à vieillir, tout en évitant, évidemment, de cibler nos cellules normales, qui elles aussi ont des télomères. Et c'est ça que vous avez essayé de comprendre et de chercher à innover. Exactement. Donc on est vraiment dans un contexte de cancer pédiatrique en particulier. Oui. Il y a le télomère un peu particulier, vraiment différent en fait de nos télomères à nous, personnes saines. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre ces différences et pour en faire des nouveaux angles d'attaque en thérapie anticancéreuse pour l'enfant. Vous êtes le seul labo en Belgique dans ce domaine. Oui, on est les seuls en Belgique, oui. Pas dans le monde, évidemment, mais en Belgique, on est les seuls, oui. Alors, bon, vous avez aussi vu que les thérapies étaient toxiques pour les enfants, mais surtout à long terme. Et donc, la recherche, c'est aussi faire en sorte que ces enfants atteints de cancer ne traînent pas tous ces effets secondaires pendant toute leur vie. Oui, ça, c'est vraiment au cœur de nos recherches à l'heure actuelle. On essaie vraiment de deux choses, d'essayer de trouver des nouveaux angles d'attaque pour ces cancers des enfants, et deux, aussi d'objectiver les dégâts que les thérapies actuelles proposées aux enfants causent chez eux. Donc on recrute des personnes qui sont passées par un cancer quand ils étaient enfants. On peut les voir jusqu'à même 10 ans, 15 ans après leur cancer. Et on va évaluer en fait les dégâts qu'ont fait ces thérapies actuelles dans leur corps. Au fond, votre boulot, c'est de traquer les cancers par toutes les portes possibles et chaque fois de vous adapter, parce que les cellules s'adaptent. Exactement. Donc on est vraiment dans une optique d'essayer d'anticiper l'adaptation que la cellule cancéreuse pourra mettre en place. On sait qu'elle est très plastique, qu'elle s'adapte à plein de choses. Et donc voilà, on essaie effectivement d'anticiper ces moyens qu'elle pourrait mettre en place pour se protéger. Alors bon, vous lancez chaque fois avec vos collègues des hypothèses et il faut les valider. C'est ça la recherche ? La recherche, c'est ça, oui. C'est émettre des hypothèses qui souvent sont mauvaises, en fait. Au départ, c'est souvent mauvais. Et puis finalement, au cours de nos recherches sur une hypothèse qui était, on pensait la bonne, et qui s'avère être la mauvaise, on va trouver d'autres pistes et d'autres voies d'alternatives. Quand vient un échec, une mauvaise hypothèse, on rebondit vite ou il y a une sorte de petit deuil à faire? Moi, je rebondis vite. Voilà, je pense que peut-être tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, c'est vraiment ma nature de rebondir très très vite sur un échec pour essayer d'en profiter et de tourner l'échec à notre profit pour rebondir, oui. Mais au fond, quel a été votre déclic pour ce long parcours de chercheuse que vous avez? Mon déclic, il se situe à différents niveaux, en humanité, à l'UNIF. Avec chaque fois des professeurs qui m'ont vraiment donné une passion. En humanité, c'était pour la chimie, et puis à l'UNIF, c'était pour la génétique. Et je pense que tous les deux ensemble ont fait que j'ai choisi le parcours qui était le mien. Et j'en suis très contente. Alors, comme chercheuse, vous êtes une sorte d'obsessionnelle de votre recherche et vous trouvez vos idées comment? En vous promenant, en prenant votre douche, que sais-je? J'y pense beaucoup, énormément, mais c'est quelque chose qui me passionne, donc j'y pense parce que j'aime ça. Et j'ai beaucoup de trajets en voiture pour aller au labo, donc en fait, je passe aussi beaucoup de temps le matin dans ma voiture à réfléchir à ce que je vais faire. Vous êtes distraite alors? Non, j'essaye pas. Non, ça va. Pas tournesol. Non. Mais donc voilà, donc je mets à profit ces moments-là aussi pour réfléchir. Alors j'imagine que dans votre domaine, il y a une concurrence mondiale terrible. Est-ce que vous partagez vos recherches avec des chercheurs du monde entier? Quelle est l'éthique? Combien de temps en temps vous gardez un résultat pour vous?
La plupart du temps, on essaie vraiment de collaborer. On se voit tous les ans dans les chercheurs de mon domaine, on se rencontre tous les ans, un gros meeting, la grand-messe annuelle, un an sur 2 aux États-Unis, l'autre année en Europe. Donc là, on échange, on partage, on raconte ce qu'on a fait. Oui, il y a quelques parties qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus sensibles et on a envie de se les garder pour les publier les premiers parce que voilà, c'est un peu comme le drapeau sur la Lune. Quand on est les premiers à avoir fait la découverte, c'est notre découverte. Mais honnêtement, on collabore énormément. Est-ce que vous avez un agenda dans vos recherches? Vous dites par exemple, voilà, on est en 2024, 2026, il faut arriver à ça, 2028, il faudrait ça, ou bien c'est un peu à l'aveugle? Je n'ai pas l'agenda. On essaye de se fixer des objectifs, mais plus par rapport à des fins de thèse de doctorat ou des choses comme ça. Mais on n'a pas... Je pense que c'est pas raisonnable de se mettre un objectif de recherche, sachant les aléas de la recherche auxquels on est confronté tout le temps. Donc je ne travaille pas en agenda pour les découvertes, en tout cas. Parce que la question banale qu'on a envie de poser à une chercheuse comme vous, c'est quand on parviendra quand même à vaincre presque totalement tous les cancers, alors qu'on le sait, il y en a de plus en plus. Alors, il y en a de plus en plus parce qu'on vit aussi de plus en plus vieux, hein, donc ça c'est quand même une des grosses raisons pour laquelle il y a de plus en plus de cancers, et qu'en plus on les détecte mieux, on les dépiste mieux. Donc avant on peut mourir d'une cause inconnue, maintenant on meurt, on sait on est mort. Allez, ça c'est un petit coin d'optimisme. Voilà, oui. Donc, est-ce que vous pensez parfois, quand est-ce que je pourrais vraiment dire on a réussi notre coup? Alors maintenant on arrive à soigner quasiment 70% des cancers, donc avec 5 ans après la fin du traitement, ces personnes sont soignées. Et chez les enfants, c'est même un peu plus. Maintenant, il reste 30% des personnes qui n'ont pas survécu. Alors, soit parce que le cancer a été dépisté trop tard, donc le dépistage va être aussi important. Dépister le plus vite possible, c'est super important. Tout pour certains cancers, le cancer du pancréas, en fait, on ne le sent pas venir. Et quand on le détecte, c'est trop tard en général. Donc, il y a des cancers indolores pour lesquels des biomarqueurs sont nécessaires. Et puis donc les traitements ne sont pas toujours efficaces parce que, comme je vous ai dit, la cellule cancéreuse résiste. C'est sa grande spécialité, c'est la résistance. Et c'est du darwinisme pur. Hein, donc en fait, elle s'adapte et puis elle prend le dessus sur le reste. Et donc, voilà, donc il faut plusieurs angles d'attaque. Donc on progresse énormément. Enfin, franchement, on progresse beaucoup. Pour en revenir à vos télomères, quand est-ce que vous aurez, à votre avis, terminé cette recherche? C'est-à-dire quand est-ce que ces télomères ne pourront plus vaincre la cellule cancéreuse? Donc, il y a déjà une chose, c'est qu'on ne peut pas utiliser le ciblage des télomères pour tous les cancers. Okay, parce qu'il y a une partie des cancers qui ont des télomères comme nos cellules saines. Et donc, du coup, c'est pas une option. Pour les cancers qui ont des télomères différents de nos cellules saines, là, ça reste une option. On est plein de groupes et même des compagnies maintenant aussi pharmaceutiques qui commencent à s'intéresser à la chose. Donc ça bouge énormément dans ce milieu-là. Donc là, j'ai bon espoir que d'ici, je vais peut-être dire quelque chose comme 10 ans, on aurait peut-être quelque chose qui serait passé par les essais cliniques, parce que vous savez qu'il y a aussi les essais cliniques après, donc la recherche fondamentale, et puis les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3. Vos essais cliniques, donc, moi, je ne fais pas d'essais cliniques. Non, bien sûr, vous êtes une chercheuse, vous êtes en chambre close, si j'ose dire. Mais vous le faites avec des hôpitaux en Belgique. Donc nous, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'en collaboration avec les cliniques Saint-Luc, l'universitaire Saint-Luc, on reçoit des échantillons de tumeurs d'enfants, donc par lesquels on va regarder comment sont leurs télomères. S'ils correspondent aux télomères qu'on peut cibler, alors voilà, donc on a du coup un matériel biologique sur lequel on pourra tester nos molécules le jour où on en aura. Alors bon, on s'est vu avant l'émission, et vous m'avez dit une chose qui m'a étonné, c'est que vous passiez quand même beaucoup de votre temps à traquer, non pas vos fameux télomères, mais à traquer de nouveaux fonds pour votre recherche, parce que c'est vous qui devez payer tout le monde. Dans votre labo, dans votre groupe? Donc dans mon équipe, il y a un salaire fixe, c'est le mien, grâce au FNRS. Le reste de mon équipe, on doit trouver l'argent pour les payer, on doit trouver l'argent pour effectuer nos recherches, pour acheter les équipements qu'on utilise aussi en recherche. Donc je passe une bonne partie de mon temps, je ne peux pas trop estimer le pourcentage du temps que ça représente, à chercher des fonds, donc à écrire des demandes de financement. Vous êtes dans les galas, vous fréquentez des milieux, vous devez vendre votre recherche. On vend notre recherche. On la vend surtout auprès d'organismes de financement de la recherche, comme le FNRS, le Télévis, à l'Europe également, on peut aller, ou à la Fondation contre le cancer, par exemple, tout un d'organismes chez qui on peut essayer de trouver des financements. Mais c'est compétitif, donc il faut que notre projet soit accepté. Et puis, donc voilà. Donc il faut séduire aussi. Il faut séduire le sponsor, son projet, si j'ose dire. par son projet.
Et par aussi, on peut les convaincre sur base des publications qu'on a faites précédemment. Donc on peut, avec notre carte d'identité qui est nos publications qu'on a faites, on dit voilà, écoutez, j'ai déjà fait des bonnes choses dans le passé, donc faites-moi confiance pour le futur, je pourrais continuer à en faire. Quelle somme vous demandez en général pour pouvoir continuer, payer toute votre équipe, les outils, etc. Vous avez besoin de combien par an? Par an, on dépense à peu près... évidemment, hors salaire, parce que les salaires, oui. salaires vont dépendre d'une personne à l'autre, mais en financement vraiment de ce qu'on a besoin en réactif par personne, c'est entre 15 000 et 20 000 euros par personne, par an, pour les réactifs de recherche, parce que tout coûte de plus en plus cher. Ah oui. Et y compris nos publications, payer et ça va, nos résultats. Vous tenez le coup pour le moment, vous êtes optimiste? Mais tant qu'on a cette flamme qui nous habite, oui, ça va. Le jour où je l'aurai plus, ça n'ira plus, parce que ça prendra trop d'importance par rapport au reste. Mais pour l'instant, Dites-moi, quelle est votre utopie de chercheuse dans votre domaine? Si vous étiez une fée avec une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez dans les années qui viennent? Moi, clairement, si je pouvais identifier un traitement qui permettrait aux enfants qui ont un cancer de ne pas se souvenir 15 ans, 20 ans, 30 ans après, qui sont passés par un cancer, je serais la plus heureuse des femmes, je pense, oui. Oublier. C'est ça qui est le plus dur pour la suite? Oui, je pense, oui. Parce que vous vous préoccupez beaucoup, finalement, aussi des soins des patients et de leur bien-être dans votre recherche. Oui, énormément. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et par le fait d'avoir vu aussi ces personnes qui sont passées par ces épreuves et qui, après, voilà, vont faire des rechutes, avoir des cancers secondaires qui sont dus au traitement qu'ils ont eu en étant petits, qui vont... Voilà, des problèmes de fertilité, des problèmes de croissance, des problèmes de concentration. Et je trouve que ce n'est pas acceptable à l'heure actuelle. Merci Annabelle de Cotigny d'avoir été ma seconde invitée. Vous pourrez d'ailleurs voir toutes ces entrevues sur les sites de la Libre, de l'ADH et Vers l'avenir après l'émission. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres chercheurs, un chercheur qui piège la lumière et une chercheuse qui partage sa vie, si j'ose dire, avec Léonard de Vinci. À la semaine prochaine.